En tout cas, je suis ravi d'être là aujourd'hui en tant que chef patron, hôtelier, une petite unité, 23 chambres à Vienne, une maison historique qui a débuté en 1822. Et je ne suis que le 4e propriétaire de cette maison depuis 1822. Donc quand on arrive là, on ne s'est pas aperçu que le bail était aussi long à faire. Mais je suis encore le plus jeune des 4. Voilà. Non, tout ça pour vous dire que globalement, j'ai écouté Corinne, elle a dit des choses d'abord extrêmement intéressantes, et moi je suis un peu comme elle, parce que en réalité je suis isérois, ils m'ont donné ma nationalité iséroise, parce que ça fait 28 ans que je suis à Vienne, et au bout de 25 ans à Vienne, on vous donne la nationalité viennoise. Donc, mais moi je suis franc-comtois d'origine, donc vous voyez, c'est une autre démarche, c'est plus la saucisse de Morteau chez moi. Voilà. Non, concernant un petit peu ce travail, moi je parlerai plutôt, pour ne pas rester dans le réseau généraliste de la communication, plutôt de l'expérience, c'est-à-dire l'expérience humaine, personnelle, professionnelle, du vécu, des voyages, où on peut faire une analyse aussi de ce qu'attendent aujourd'hui les clients étrangers dans notre pays et dans notre région. Globalement, je voyage un petit peu par mes activités professionnelles et gastronomiques, parce que j'ai la chance d'avoir un restaurant au Japon aussi, donc je peux bien faire une bonne analyse de la demande asiatique globalement. Et je m'aperçois que finalement, j'ai eu une chance assez extraordinaire. Entre 2010 et 2013, j'ai été suiveur d'une thèse sur la mémorisation d'un moment passé dans un endroit. Alors globalement, c'est une thèse qu'on a développée avec l'association de confrères chefs réputés mondialement, qui est l'association des relais château. Et on a travaillé sur l'expérience du client, c'est-à-dire comment on pourrait définir un petit peu ce qu'attend un client lorsqu'il vient chez nous. Alors l'expérience, elle se concrétise de deux façons, c'est-à-dire qu'au lieu de poser des questions, et c'est un petit peu ce qui m'a chagriné dans le débat de ce matin qui a été présenté après M. Barbier, c'est qu'on a tendance à poser des questions aux clients. Et moi je ne suis pas d'accord. Parce que pour avoir fait 3 ans de thèse, en interrogeant un peu plus de 3500 personnes dans 50 pays sur 5 continents, on s'est adjoint les services de 3 chercheurs en neurosciences, 3 neurologues, qui nous ont aidés avec une doctorante de 7e année de l'Institut Paul Bocuse à driver cette expérience client. Donc là, on peut parler client de camping, client de tout client. Principalement, je vous avoue qu'on l'a fait quand même sur la gastronomie. Hein. Bon, on ne va pas se voiler la face. Donc, si vous voulez, l'expérience, ça se définit un petit peu, c'est, admettons, on va interroger pas un client, lui dire, écoutez, merci d'être venu dans notre région, mais nous, on ne veut pas vous poser des questions, on veut que vous nous racontiez votre expérience. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'une personne est perçue, et on les a enregistrés, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris de notes, on a enregistré. Ces enregistrements, on les a confiés à ces chercheurs en neurosciences qui étaient très contents d'arriver sur le milieu technique, parce qu'eux, ils sont toujours dans l'expérimentation, dans leur laboratoire, avec l'Internet, avec les ordinateurs, et là, tout d'un coup, ils venaient dans le monde réel. Et donc, ils nous ont pris nos enregistrements, ils nous ont ensuite décortiqués au travers des logiciels Alceste, décortiqueurs de mots, qui nous ont donné les mots positifs, négatifs de ces expériences de clients. Ça nous a permis de pouvoir faire des deltas entre les anglophones, les germanophones et les francophones, bien sûr, et l'Asie, parce qu'on s'apercevait qu'on était sur des thématiques différentes. Et ça permettait globalement entre guillemets, cette analyse de dire comment je peux atteindre le cerveau d'un de mes clients pour qu'il se souvienne de l'endroit où il a été ou qu'il se souvienne de moi. Et là, tout d'un coup, ça prend du signe et du sens dans tout ce qu'on peut faire, dans tout ce qu'on peut avoir, et dans tout ce qu'on peut produire ou avoir comme vision. Et donc, si j'ai une vision, j'ai forcément une mission qui s'accomplira, parce que soit je mets des moyens budgétaires dessus, soit je mets des moyens humains, soit, comme le disait tout à l'heure, et on fait ça assez à Vienne, les moyens mutualistes, Joe la débrouille, chacun amène son petite pierre à l'édifice, et c'est comme ça que ça marche pas trop mal finalement. On n'a pas besoin forcément que d'argent. Il y a beaucoup de bonne volonté dans tous les compartiments. Alors l'analyse client, comment on l'a fait? On l'a fait surtout, c'est qu'en analysant, je dirais, le signe et le sens du lieu dans lequel le client il est reçu. Ça veut dire quoi? C'est qu'un petit peu comme disaient les anciens, et le monsieur avec une dent tout à l'heure m'a beaucoup plu parce que mes parents étaient agriculteurs. Et si vous voulez, il disait toujours, si vous voulez agrandir votre râteau pour ratisser plus large et avoir plus de monde, vous êtes forcément contraint qu'entre les dents du râteau, il passe beaucoup de choses, de l'herbe folle et des cailloux. Donc forcément, on doit avoir un système de cible et de dire, dans ma géographie, qui est par exemple celle de Vienne, mais n'est pas celle de Grenoble et n'est pas celle de Bourgoin-Jallieu par exemple,
Et ben nous, notre géographie, c'est ça, et on peut être adapté et recevoir des personnes de telle et telle catégorie, et on ne va pas aller chercher une catégorie qui ne peut pas nous appartenir ou qui ne se sentira pas bien chez nous. Parce que le client international, il veut en premier lieu se sentir bien. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de l'accueil, j'ai eu des expériences, je reviens du Japon, bonjour monsieur, le douanier, on tend son passeport, pas moi, la personne qui était devant moi, elle lui dit, monsieur, j'ai mon mari qui est cardiaque, est-ce que vous connaissez un petit chemin raccourci pour aller au hall de... Voilà. Le douanier lui dit, pas bonjour, lui donne son passeport, circulez. Bon, moi j'avais honte, je suis français, attends, je rattrape la personne, bon voilà. Donc ça c'est le signe de l'accueil, pour moi, qui commence à l'arrivée dans notre pays. Alors, on est content qu'il y ait des contrôles, parce que, ben voilà, en ce moment, on a payé cash, en 2016, l'activité des attentats en France. Donc je pense que ce client-là, lui, il veut qu'il y ait du signe et du sens dans son accueil. Et on ne va pas recevoir de la même façon un client asiatique, un client germanophone ou francophone. Le francophone, lui, il sait tout faire, il a tout vu, il pose plein de questions, mais il veut se débrouiller tout seul. Il pense qu'il y arrivera, et il a raison parce qu'il est dans un pays francophone. Le germanophone, lui, il va être, par exemple, quelqu'un avec qui il va falloir prendre un petit peu de temps pour le recevoir, pour lui montrer sa maison, pour lui expliquer l'histoire, pour lui dire, bah, écoutez, si vous allez vous promener en ville, passez par tel et tel lieu, vous verrez, c'est quand même beau, arrêtez-vous boire un verre dans tel café qui est extraordinaire, etc. Et vous avez l'asiatique qui, lui, il faut l'accompagner. C'est-à-dire qu'il a besoin qu'on lui confie quelqu'un qui parle souvent sa langue et qui va attraper des choses, et il va vouloir attraper ces choses-là, ce que je disais tout à l'heure, avec du signe et du sens. Donc on est obligé de mettre les gens dans une forme de bulle, entre guillemets, et de s'adapter aussi à leurs codes sociaux, sociétaux, environnementaux, et forcément les approcher d'une manière différente. On parlait tout à l'heure d'un début de dîner pour des Néerlandais. Au Japon, on mange à partir de 17h30 au restaurant. Les restaurants ouvrent à 17h30 au Japon. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de transport, les gens sortent du travail, reçoivent des amis, etc. et vont tout de suite au dîner après leur travail. Ne vont pas à leur maison comme chez nous, où on se change, on prend un temps, madame se maquille, etc. Ben là-bas, on y va en direct. Donc il faut qu'on s'adapte à ça. Mais par contre, le soir, à partir de 9h, ça coince un petit peu au portillon pour manger. C'est un petit peu logique. Vous allez en Espagne, vous ne mangez pas avant 22h. Hein, vous avez faim à 22h, vous le français. Ben, il faut s'adapter au rythme du pays, je crois, de la chaleur et tout ce que ça représente, quoi. Donc il y a vraiment un vrai travail d'efficience à faire dessus, et je pense que les gens qui se disent on veut recevoir du client international, il faut aller chercher les cibles, de dire bon ben à Grenoble ou dans tel endroit on ne pourra pas recevoir ce genre de personnes parce que j'ai pas assez d'hôtels 4 étoiles, j'ai pas assez de camping, donc on va pas aller chercher un client qu'on n'a pas besoin ou qui n'est pas la cible potentielle, et finalement il va repartir un peu déçu, et c'est pas le but escompté pour un investissement d'une ville ou d'un département. Voilà. Alors j'ai parlé de la vision et de la signature un petit peu, et après il y a la relation avec le client qui est à mon avis extrêmement importante, où il faut que les hôteliers, les restaurateurs, malheureusement les codes ils ont changé, il faut qu'on dépense un petit peu plus d'argent sur l'accompagnement de nos clients et qu'on soit plus un hôtel, bonjour monsieur, bonjour madame, etc. On doit être un mini office de tourisme, même si après on renvoie l'office du tourisme qui est à côté. Ils doivent pouvoir obtenir des informations. Ils doivent avoir aussi, je dirais, la capacité de souhaiter la bienvenue. Ben, moi j'ai mis en place des petites choses de bienvenue et je m'adapte en fonction à la clientèle qui vient, de faire des petites madeleines à l'huile d'olive, de faire... Et ça, au lieu de dire aux clients, ben, installez-vous, merci, au revoir, profitez de votre chambre, allez vous balader, ben, on essaye de les garder dans notre lieu un petit moment pour qu'ils lâchent un peu ce qu'ils ont, c'est un petit sas de décompression, ce que j'appellerais, et de façon à pouvoir aller plus facilement se promener ensuite après, quoi. Voilà. Après, bon, ben, là, je prêche pour ma paroisse parce que je suis intimement convaincu que dans tous les lieux dans lesquels on est, il y a forcément de la cuisine et des vins, il y a forcément des produits. Donc il faut d'abord faire un répertoire pour avoir un patrimoine. Et le répertoire, ben, c'est, contrairement des fois à ce qu'on pense, c'est pas toujours les grosses cylindrées qui ramènent le monde. Quand je dis les grosses cylindrées, je sais pas, une immense laiterie qui produit 3 millions de litres par jour, c'est pas forcément elle qui va intéresser. Mais par contre, elle va peut-être intéresser un milieu professionnel de journalistes liés à ce produit, par exemple. Donc il faut aller chercher sa cible, c'est pareil, quoi. Et puis c'est vrai que pour un étranger, ils ont besoin d'avoir une forme d'icône, si vous voulez. C'est-à-dire d'aller quelque part où il y a
une photographie, il y a un chef dans un endroit, il y a un hôtelier ultra performant, il y a un spot, qu'on parlait tout à l'heure, d'un lieu extraordinaire, mais il faut qu'il y ait l'institut personnel, c'est-à-dire qu'il faut que la personne elle soit là. Parce que ça perd tout son sens si moi je ne suis pas tous les jours dans mon restaurant, ça perd un peu de son sens. Ou alors il faut créer une unité familiale, comme moi je l'ai fait avec mes enfants, etc., de façon à ce que on puisse dispatcher certaines forces sur d'autres personnes. Donc il faut qu'on accepte, nous les hôteliers, que des fois notre directeur prenne une valeur ajoutée, que notre chef prenne une valeur ajoutée, et aille comme ambassadeur à l'intérieur d'autres territoires. Et moi, quand je fais la promotion pour ma maison, c'est pas tout le temps moi qui y vais. Je suis la personne principale, mais mon chef va en Australie, on est allé à l'île de la Réunion, on est allé faire la promotion avec nos collaborateurs. D'abord, c'est extrêmement valorisant pour eux, et puis c'est surtout valorisant pour la maison, et ils prennent une habitude aussi de communication. Donc ça c'est important, et donc ce sont des ambassadeurs et des bons porte-parole. Et on n'y va jamais tout seul, parce que nous quand on fait des trucs, on y va avec notre office de tourisme, on y va avec la CCI, on fait des choses ensemble, et je pense que ça c'est assez sympa. Et puis surtout, il y a les codes, c'est-à-dire les comportements des clients. Et les comportements des clients, comme je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas tout mélanger, c'est qu'il y a des gens, par exemple, qui ne vont pas oser ni vouloir se mélanger. Alors, je vous donne un cas précis, puisqu'on parlait de l'Asie tout à l'heure. Un chef qui a 2 restaurants. Eh ben, en Asie, il n'y a pas le même ascenseur. Aussi bizarre, et pourtant, on met quasiment au même endroit, sur une surface, admettons, de 300 ou 400 mètres carrés, parce que les gens qui ont décidé d'aller, entre guillemets, dépenser de l'argent, je ne me trouve pas, une somme de 200 € par personne dans un grand restaurant au Japon, eh bien, ils ne veulent pas être mélangés avec la personne qui vient dépenser 50. Alors vous allez me dire, c'est de la ségrégation, c'est pas sympa, machin, mais c'est un code. Donc ça veut dire que si vous avez des clients asiatiques qui viennent au restaurant gastronomique, vous devez les accueillir comme des clients qui viennent dépenser beaucoup d'argent, et l'autre d'une autre manière. C'est-à-dire que vous devez à chaque fois prendre des codes avec chacun des clients. Et chaque personne est différente. Moi, j'ai dû adapter, par exemple, le service dans mon restaurant à la rapidité ou la non-rapidité. Alors, par exemple, les germanophones, ils aiment, après étude de cette thèse, ils aiment attendre entre 12 et 15 minutes entre chaque plat, parce que pour eux, c'est une forme de participation, plaisir. L'Asie, c'est plat sur plat. Ils ont fini, le dessert, ils passent à autre chose, ils vont au bar, mais il n'y a pas vous adaptez à ça, pardon. Ah oui. J'ai modifié mon système de comportement grâce à cette thèse qui m'a fait beaucoup de bien, m'a botté le derrière, m'a permis de rénover entièrement mon restaurant. Par exemple, je vais dans ces expériences-là, et je vois qu'il y a pas mal de femmes, donc elles vont aller dans mon sens. Les femmes sont très sujettes à la lumière. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Et par exemple, le soir, j'ai contacté un petit logiciel qui coûte entre 600 et 700 € que j'ai mis sur mon compteur électrique du restaurant, parce que je me suis aperçu qu'à 7h30, par exemple, on aime bien donner une lumière relativement assez solaire. C'est-à-dire, c'est énergique, c'est dynamique, on se montre, les femmes se sont bien habillées pour venir au restaurant, et voilà. Et puis plus on va dans le temps, plus on a envie d'affinité, plus on a envie de douceur, plus on a envie de cocooning, et plus ça va, toutes les heures, on fait baisser un petit peu l'intensité, de façon à ce que plus on va avancer dans la soirée, plus ce soit doux. Voilà. Plus ce soit intime et relaxant. Voilà. Non, il y a aussi bien d'autres choses. Par exemple, on a l'œil un peu moins vif. Voilà, on a des remarques, par exemple, de dames qui, un jour, une dame me dit, j'ai été manger dans tel restaurant, j'étais en face d'un miroir blanc, bon, c'était pas ma bonne semaine, et je me suis trouvé moche, j'avais qu'une hâte, c'était de partir de ce restaurant, j'avais plutôt pas mal mangé, mais j'avais qu'une hâte, je voulais partir parce que toute la soirée, je me suis trouvé moche. Alors je me suis dit, quand tu feras des travaux, on mettra des miroirs bronze, tout le monde sera bronzé, et tout le monde passe une bonne soirée. Donc vous voyez, c'est des petits constats comme ça, et je pense qu'entre nous, c'est de l'échange et du partage qu'on peut aller aisément faire. La climatisation, tiens, on en parle parce qu'elle est en plein sur ma tête. Oui, d'ailleurs. Et par exemple, la climatisation, c'est faire des travaux pour éviter que la climatisation soit sur la tête des gens, parce qu'ils n'ont qu'une hâte, si à un moment vous avez mal au crâne, ou si par exemple le son est absolument déplorable dans un endroit, ça résonne tellement que vous devez créer, ça coûte pas plus cher, des plafonds qui soient filtrants pour le son, parce que comme ça c'est beaucoup plus agréable. On suit des réunions des fois pendant 2-3 heures ou 4 heures en entreprise, et quand vous avez un plafond qui est plat et avec une peinture épaisse, ça... Alors c'est toutes ces petites expériences qui sont intéressantes pour moi, et auxquelles on pourrait en parler pendant 3 heures, parce que la thèse elle fait 490 pages, mais je peux un petit peu m'arrêter là. Mais surtout c'était
je voulais lier l'émotion aussi, ce travail à l'émotion et au ressenti, parce que finalement, Corinne le disait tout à l'heure, la finalité c'est quoi? C'est le meilleur compliment que quelqu'un pourra vous faire un jour dans votre vie, c'est de dire un jour je reviendrai. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur l'émotion et le ressenti de chaque personne, qui nous permettent de faire un bon feedback sur notre entreprise, mais surtout que cette personne-là nous en amène un autre, parce qu'on pourra très bien dire l'Internet, enfin, etc., ça amène du monde, certes, mais le meilleur chose, moi je me suis toujours attaché depuis 89 quand je suis arrivé à la pyramide en me disant il faut que je revienne dans le circuit local. Alors, tout le monde m'a dit, à l'époque j'étais en relation avec M. Troisgros, M. Bocuse, ils m'ont dit mais tu es fou Patrick, la pyramide c'était un outil international, il faut absolument que tu repartes à l'international. Et je dis non, moi je veux repartir en région. Aujourd'hui, j'ai creusé, et je continue, et après, je suis allé dehors, mais aujourd'hui, et encore aujourd'hui, sur les 43 000 couverts que je fais dans mon restaurant, enfin, dans mes deux restaurants, aujourd'hui, 67% sont rhône-alpins. Et je peux vous dire, par exemple, tous les week-ends, j'ai beaucoup de gens de Grenoble. Donc, ils font 90, 100 km pour venir nous voir. Donc, pourquoi? Parce qu'on a gratté régionalement avant d'aller dehors. C'est un peu comme si vous dites, bon, ben, j'ai un bel endroit chez moi, j'ai des beaux monuments, mais que les trottoirs sont pourris, que la chaussée elle date de 1972, et que les réverbères sont moches. Eh ben, vous ne pouvez pas faire venir un nouveau client si d'abord vous n'avez pas, et ensuite vous n'allez pas chercher. Donc, d'abord, on maîtrise la base, et après on va chercher. Merci beaucoup, Patrick Henri Roux. Bravo pour ce travail extrêmement complet. Si je comprends bien, votre leçon, entre guillemets, c'est savoir se remettre en question et savoir évoluer, sortir de son concept, de ce qu'on a créé soi-même, de son intégrité, de son identité, pour pouvoir ouvrir des tas de petites fenêtres. Vous pouvez lui laisser le micro juste 3 petites secondes. On appelle ça des tuyaux en communication. C'était un genre de la communication, il m'a dit, Patrick, ouvre des tuyaux. Alors je dis, mais bon, c'est quoi? Il dit, ben, par exemple, sur ton site internet, j'ai vu que tu étais motard. Pourquoi tu fais pas un film avec ta moto? Bon, ben, j'ai fait un film avec ma moto, je peux pas vous dire. Toute la saison, j'ai des gens qui viennent en moto, en Harley, en VM, et qui viennent pour ça. Petite chose, alors. Voilà, par exemple, bon, on a fait un film sur le marché de Vienne, par exemple. Eh ben, je peux vous assurer que bon nombre de gens viennent le vendredi soir chez moi, alors que c'est pas vraiment le week-end, pour aller au marché le samedi matin en me disant chef, je peux pas aller avec vous. J'ai même eu l'ambassadeur des États-Unis en France qui nous a mis un beau bin sur le marché de Vienne avec 40 gardes du corps pour 2 personnes, et on a fait le marché quand même. Et donc, vous voyez, c'est finalement l'image que vous voulez donner de vous. Un, il faut qu'elle soit vraie. Et puis 2, il faut que les choses qui ne sont pas suffisamment ambitieuses ne marchent pas. Puisque vous parlez de l'image, vous parliez d'icônes ici aussi. C'est vrai qu'on allait chez Bocuse, vous parliez de Trois Gros aussi. Ça accepte aussi à un moment donné de se mettre en avant, ce qui n'est pas forcément le fort des Français parfois. C'est-à-dire trop se mettre au devant de la scène. Je suis pas... Ouais, ça se rencontre quand même dans beaucoup de milieux. Non, je ne veux pas me mettre en avant, de peur parfois d'être un petit peu critiqué. C'est-à-dire il ne faut pas avoir peur finalement d'aller avoir un petit culte de l'image en tout cas. Alors, se faire connaître et se faire reconnaître. En tout cas, ça paye, parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a organisé une chose qu'on n'aurait jamais pu organiser. On a organisé une manifestation sur un pont. Imaginez obtenir une autorisation pour mettre 500 personnes sur un pont qui traverse le Rhône. Bon, on l'a eu, ça a été dur. On a œuvré avec Olivier Saint-Jean, notre directeur de l'Office du tourisme. On a bataillé, parce que nous, on est moitié Rhône, moitié Isère. Hein. Donc je voulais aussi dire qu'il faut s'affranchir des frontières, parce que d'un point de vue où mon grand-père disait toujours... Tu peux pas faire de la politique dans ton métier parce que 50% des Français sont à gauche, l'autre moitié est à droite, tu as déjà perdu moitié de tes clients, c'est grave. Mais l'autre chose, je pense que nous, par exemple, vu qu'on est assez près d'autres départements, puisqu'on est aux confins de 4 départements, on a pris l'habitude de communiquer avec les vignerons qui sont à droite. Hein. C'est un peu comme dans le foot. Hein. Nous, on parle jamais de foot, par exemple, à la pyramide, parce qu'on a toute la partie droite, c'est les Stéphanois, et l'autre côté, c'est les Lyonnais. Donc, si vous voulez, on est obligé de s'affranchir de ça. S'affranchissons des portions de territoire, mais réagissons en géographie. C'est-à-dire que moi, ma politique que j'ai menée pour ma maison n'est pas celle de Régis Marcon, n'est pas celle d'Anne-Sophie Pic, elle n'est pas celle de Michel Troisgros ou de Paul Bocuse. Parce que dans ma géographie, je me suis mis là où devait être ma maison. On a eu des questions par SMS aussi. Quel est le titre de la thèse? Est-ce qu'elle est disponible sur le net? Oui, elle est disponible. Je pense qu'elle a été produite 2013 je vais y arriver à l'université Lyon 2. Très bien. On a une question aussi derrière, alors en 3 mots. Hein. Parlez-nous de vos produits et de vos menus.
en 3 mots, parce que vraiment, moi j'aimerais bien qu'on en parle pendant 3 heures. Hein, ça, je En vous le 3 dis tout mots, de suite, c'est juste 28 ans de travail acharné. Aujourd'hui, vous savez, par exemple, on affiche une image, par exemple, la Savoie a réussi à faire un trou depuis, mais ça fait combien d'années qu'il gratte? L'autre jour, je disais à Alice Macron, mais comment tu fais pour remplir? Il a un taux de remplissage extraordinaire, comme Michel Bras. Et il me dit, mais Patrick, ça fait juste 35 ans que je gratte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas faire comme ça, d'un claquement de doigts, tout ce qu'on pourrait faire ou on aimerait faire. Moi, j'ai des choses avec lesquelles je recule et que je vais laisser à mes enfants. J'ai la chance d'avoir mes enfants qui travaillent avec moi. Et donc, il faut faire par rapport à ses moyens humains et financiers, par rapport à son histoire. Et les produits, ben, c'est ça, parce que moi, je travaille. Votre coup de cœur isérois. Mais je travaille isérois. Vous savez, je donne un chiffre tout simple, parce que Olivier le connaît bien. On réintroduit dans un périmètre de 35 km autour de la pyramide un peu plus d'un demi-million de francs d'achat hors taxe. Voilà, en vin, en produits, etc. Donc ça veut dire qu'on consomme localement. C'est des gens, on est en panne le dimanche, ils viennent. Ce sont des gens qu'on fait vivre, qu'on donne un niveau de vie suffisant pour qu'ils puissent continuer à faire exercer leur beau métier. Et moi, c'est ce que je veux. Merci beaucoup, Patrick-Henri Roux. À très bientôt dans votre établissement, j'espère. Et bravo encore pour votre méthodologie, véritablement.